Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Ça faisait très longtemps, les 3 semaines de pause. J'ai un petit peu de retard sur le Grand Prix d'Assen, mais bienvenue à toutes et à tous sur ma chaîne YouTube pour ce BRK du Grand Prix d'Assen. Alors c'est pas la pause estivale encore parce que nous aurons encore une pause entre juillet et août, une grande pause pour les pilotes pour qu'ils se reposent. Et là, nous avons eu tout de même 3 semaines d'attente sans aucun Grand Prix de MotoGP. Ce fut long, ce fut difficile, mais nous sommes de retour sur la cathédrale de la vitesse pour malheureusement un week-end en MotoGP. En tout cas, assez moyen, assez mitigé, assez calme dans l'ensemble, mais on va résumer tout ça dans ce BRK. Asseyez-vous bien et n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous plaît. On commence, une fois n'est pas coutume, par Honda. Si ma coupe est totalement folle, le week-end d'Honda l'est tout autant, mais pourtant, on n'a rien à retenir, très peu de choses à dire. Honda est au fond du gouffre, quelques améliorations par-ci par-ça. Nous savons que chez Honda, dans l'usine, en tout cas, les ingénieurs sont en train de reconstruire une moto. Nous avons vu de nouveaux éléments aérodynamiques, notamment sur l'arrière de la moto de Johann Zarco, à l'avant, par exemple, sur la moto de Juan Mir. On les a vus, ces petits éléments aéros qui sont testés sur les Grands Prix précédents et qui arrivent petit à petit sur les motos. Mais bon, pas grand-chose, très peu d'améliorations. Donc j'ai envie de vous dire, je n'ai rien à dire. Encore une chute de Juan Mir, Zarco dans la difficulté, Marini a qui se ratent, des problèmes moteurs, c'est juste catastrophique. Donc on passe à la suite parce que là chez Honda, pas de points positifs et on va pas s'attarder là-dessus. Du côté de chez Yamaha, un énorme point positif, c'est le développement. Si chez Honda, c'est encore un peu compliqué, chez Yamaha, les gros upgrades arrivent avec un tout nouveau bloc moteur. Fabio Quartararo, Alex Rins ont pu l'essayer notamment dans des tests privés. Ils sont ultra satisfaits de ce moteur. Il est arrivé à Assen. Alors malheureusement, les résultats n'ont pas été très clairs dès le départ, dès ce premier Grand Prix. À Assen, vous le savez, c'est un circuit fast and flowing, c'est un circuit rapide, technique, mais où l'utilisation du moteur finalement n'est pas forcément la plus grande. Nous n'avons pas de grosses phases d'accélération, nous n'avons pas de grosses phases de Vmax, on ne dépasse pas les 310 km/h. On est plus sur un circuit qui va demander énormément de stabilité pour le châssis et énormément d'appui, que ce soit mécanique ou aérodynamique, sur des longues phases de virage à haute vitesse en appui. Donc c'est vrai que là, l'importance de la puissance moteur est un peu plus, on va dire, inutile sur ce circuit. Mais malgré tout, les pilotes sont positifs à propos de ce nouveau moteur. Hâte de voir sur des circuits comme l'Autriche, le Kazakhstan, Misano ou encore la Thaïlande. Donc là, Yamaha pourra un peu plus exploiter son nouveau moteur. Et puis, il faut encore attendre de trouver les bons réglages pour adapter la partie cycle et l'électronique à ce nouveau bloc moteur. Mais en tout cas, un point positif, même si les résultats ne sont pas là. Mais ce week-end est totalement gâché par une mauvaise nouvelle. Nouvelle fracture pour Alex Rins, nouvelle blessure. Il va être indisponible pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. C'est peut-être la blessure de trop. Ça va potentiellement compromettre son avenir en MotoGP, car pour Yamaha, c'est un pilote qui se blesse beaucoup. Je vous le rappelle, l'année dernière, il a raté une énorme partie de la saison à cause de ses blessures. Alex Rins va-t-il pouvoir continuer, que ce soit mentalement ou physiquement, en MotoGP? Donc là, j'ai l'impression qu'il y a un vrai tournant dans la carrière d'Alex Rins. Est-ce que ce n'est pas le signe pour lui justement de se retirer avant une blessure encore plus grave, voire pire? Donc voilà, Alex Rins, très compliqué, un petit peu hors trajectoire au virage 1 du premier tour. Et voilà, ça part en high side, ça vole directement et malheureusement, grosse blessure une nouvelle fois pour le pilote espagnol numéro 42. Donc voilà, c'est la mauvaise nouvelle qui vient gâcher ce week-end d'Assen pour Yamaha. Nous allons passer à KTM, car bon, pas grand chose de plus à dire. Fabio Quartararo a tout de même été en difficulté sur l'ensemble du week-end.
Je continue dans la difficulté car finalement Honda et Yamaha l'ont été, mais ils sont accompagnés par KTM. Si l'année dernière Brad Binder jouait les podiums en course sprint et en course principale, cette année KTM est nulle part sur rien. Nous ne les avons pas vus. Jack Miller, Augusto Fernandez, invisible, totalement invisible, même pas dans le top 10. Alors si je crois que justement Jack Miller prend le top 10, je ne suis plus sûr, mais je crois qu'il est 11e à la fin. Donc voilà, même avec la pénalité, rien à faire. Les deux pilotes sont totalement à l'ouest depuis quelques courses maintenant. Du côté de Brad Binder, on n'a pas réussi à trouver de la performance. Malheureusement, il n'a jamais pu jouer le haut tableau sur le week-end en entier. Et pour Pedro Acosta, c'est la petite déception. Alors, pas de quoi tirer la sonnette d'alarme. Attention, nous parlons tout de même d'un rookie qui essaye de porter à bout de bras un constructeur complet qui n'arrive à rien en ce moment avec ses circuits très rapides comme le Mugello, Catalunya ou Assen. On savait que la KTM était plus adaptée à des circuits en stop and go. Mais alors là, c'est vrai qu'en 2024, on voit énormément de difficultés. Oui, ça fait beaucoup de chutes pour Pedro Acosta, Le Mans, Catalunya, encore ici à Assen, surtout dans le dernier tour. Mais on a vu aussi un Pedro Acosta qui se battait avec sa moto. Tout le week-end, nous avons eu un manque de grip, un manque de stabilité, un manque de précision de la part de la KTM. Aucun des pilotes n'a réussi à manier la moto comme il le souhaitait. D'ailleurs, on l'a vu dans les derniers tours de la course, voire dès la mi-course, une usure prématuré des pneumatiques chez KTM, notamment pour Pedro Acosta, avec énormément de glissades à l'arrière, avec une moto quand elle est posée sur l'angle normalement, n'a pas à dériver comme ça. On a vu beaucoup de dérives de sa part. Donc malheureusement, voilà, très difficile de manier la KTM, très difficile de la garder stable sur ses courbes à haute vitesse, sur ses changements d'angle très rapides, voire même moins rapide. On l'a vu dans le premier escargot, la KTM qui était très difficile, qui était très joueuse, notamment avec ce pneu arrière. Donc voilà, un Pedro Acosta qui malheureusement vient partir à la faute. Mais personnellement, je ne retiens pas ça de ce week-end. Je retiens encore une fois que c'est le premier pilote KTM. Je retiens encore une fois que c'est le seul à pouvoir rivaliser avec les Ducati et Maverick Viñales quand il est en pleine forme. Donc voilà, j'ai envie de dire ça. Mais c'est vrai que KTM, depuis quelques courses, sont largement en dessous de Ducati, voire un petit peu en dessous d'Aprilia. Donc on compte sur Pedro Acosta pour revenir. Il y a de l'apprentissage, il y a de très belles choses parce qu'on l'a vu au début du week-end. Il était en difficulté, un passage par la Q1, une course sprint assez délicate. Mais Pedro Acosta, il apprend si vite qu'il joue le top 5 dès le dimanche. Donc voilà, c'est toujours très intéressant de suivre sa progression et j'ai très hâte d'être l'année prochaine pour voir ce qu'il va pouvoir faire dans l'écurie officielle. Mais en tout cas, quelle course de la part de Pedro Acosta. Mais cette petite chute fait encore une fois assez tâche pour un milieu de saison difficile pour Pedro Acosta, mais pour KTM dans l'ensemble en général, parce que il ne faut pas oublier non plus Brad Binder qui ne performe pas et les deux autres pilotes qui sont nulle part. Chez Yamaha, ce fut compliqué. Chez Honda aussi. KTM, la même chose. Pour Aprilia alors, eh bien, ce fut compliqué aussi. Malgré une bonne performance de Maverick Viñales sur le début du week-end avec une très belle qualification, avec une très belle course sprint, malheureusement, en course principale, c'est un peu plus compliqué pour Maverick Viñales. Aleix Espargaro qui vient se blesser pendant la course sprint dans cet enchaînement ultra rapide dans le dernier secteur sur les virages à gauche. Énorme chute, blessure, et il ne préfère ne pas rouler à Assen pour pas prendre de risques. On le rappelle, c'est sa dernière année en tant que pilote officiel MotoGP. Ça ne sert à rien, il ne joue pas le championnat, il ne joue pas le titre, Aprilia ne joue pas le titre. Donc bon, effectivement, vaut mieux se préserver pour la suite de sa carrière car je vous le rappelle, c'est la grande nouvelle. Aleix Espargaro rejoint Honda en tant que pilote d'essai. Je ne sais pas s'il sera aux côtés de Stefan Bradl ou si Stefan Bradl prend complètement sa retraite, mais il rejoindra le HRC en fin de saison pour être le nouveau pilote d'essai officiel de chez Honda. Donc voilà, du côté de chez Aprilia, finalement, un bon Maverick Viñales, hein, on le sait, là Aprilia arrive à performer sur ce type de circuit, beaucoup de courbes rapides, beaucoup de virages en appui. La Aprilia est très à l'aise sur ce genre de tracé, donc c'était une bonne nouvelle, mais malheureusement, que ce soit Aleix Espargaro ou les deux pilotes Trackhouse, aucun n'a réellement réussi à faire performer sa moto. Viñales s'en est plutôt bien sorti, mais la course sprint, il s'est vu voilà, avec un petit manque de rythme, notamment en fin de course, face à des Ducati ultra performantes. Mais on peut parler peut-être de la blague, du gag de cette vidéo du dimanche, de cette course du dimanche.
Miguel Oliveira. Miguel Oliveira, je suis un fervent supporter du pilote portugais. Je suis un fan du numéro 88. Mais alors là, c'est le seul pilote le dimanche à se prendre un long lap. Déjà, bon, ça c'est la première blague. Deuxièmement, il rate son long lap. Hop, même pas comme Ferminal de guerre, c'est pas il rentre trop vite, il se plante, on voit que c'est n'importe quoi. Non, là on sait pas trop, il rentre doucement, il rate totalement le virage, il va se mettre dans le bac à gravier. Qu'est-ce qu'il fait? C'est le gag de cette vidéo. Donc là, forcément, déjà qu'il n'avait pas de rythme, en plus il prend un long lap, en plus il le rate, il prend un point finalement à la fin de la course, car Marini était loin derrière suite à certains problèmes. Mais bon, Miguel Oliveira, voilà, la farce, je voulais faire la petite pause là-dessus. Et malheureusement, sur Aprilia, pas grand-chose de plus à dire. Beau podium de Maverick Viñales, belle qualif de Maverick Viñales, un petit manque de rythme en fin de course, avec quelques erreurs peut-être par-ci par-là, mais surtout des pilotes Ducati qui avaient une machine quasiment imbattable sur ce tracé. On passe à ceux qui ont fait tout le spectacle de ce week-end. Après cette petite pause, certains pensaient peut-être que Ducati allait se faire attraper. Eh bien, quelle mauvaise nouvelle pour vous. Top 5, Ducati, top 5. Voilà, c'est fait. Alors non, pas totalement top 5, parce que oui, Marquez sera pénalisé à la fin de la course, mais à l'arrivée, nous avons tout de même un top 5 Ducati. Parlons de ceux qui ont fait le spectacle avant de parler des masterclass de ce week-end. Di Giannantonio, Marc Marquez, Enea, Bastianini, ceux qui nous ont donné le plus de dépassement. Bastianini déjà pendant la course sprint, mais aussi pendant la course principale, on y revient juste après. Mais avant, pourquoi Di Giannantonio, pourquoi Marc Marquez ont laissé passer des pilotes? Alors forcément, vous l'avez vu, dans ce virage à gauche au sein du secteur 3, Marc Marquez a laissé passer un moment dans la course Fabio Di Giannantonio. Et alors c'est tout simplement parce que son pneu avant baissait en température, baissait en pression, et donc Marc Marquez devait refaire monter ce pneu en pression. Il avait des problèmes dès le début de la course, et vous le savez, avec cette aérodynamique, avec l'air, la chaleur dégagée par les motos, et bien quand vous suivez un pilote, votre pneu avant chauffe, monte en pression et techniquement devient plus difficile à piloter, devient plus sensible. Mais alors là, Marc Marquez avait besoin de chaleur, avait besoin de température, avait besoin de pression dans ce pneumatique hard à l'avant qui était difficile à faire chauffer. Donc voilà, Marc Marquez a choisi de laisser passer Di Giannantonio pour pas que son pneu baisse trop en pression, et ça a fonctionné une grande partie de la course, car à un moment, vous l'avez vu, Di Giannantonio dans ce même virage à gauche a fait la même chose, il se décale pour laisser passer Marc Marquez et les autres pilotes, notamment Maverick Viñales, pour justement garder de la pression dans ce pneumatique avant. Donc voilà, il y a eu ce petit jeu qui a un petit peu gâché le spectacle, mais ça, c'est avant l'arrivée de Bastianini, car oui, si les pilotes de devant se suivaient pour conserver leur pneumatique, eh bien Bastianini, lui, n'en avait rien à faire. Il a entamé sa remontada depuis la 10e position, il revient, il double Viñales, il double Di Giannantonio, il double Marc Marquez et file vers la P3. Exceptionnel Bastianini qui nous a offert un festival de dépassement dans le virage Trouben, dans tous les virages en fait finalement du circuit jusqu'à dans la dernière chicane. Donc très très beau dépassement de la part de Bastianini qui s'est encore une fois réveillé avec un rythme de course sensationnel en fin de course. Donc franchement, que de choses positives sur le pilote italien qui montre que franchement, c'est une perte aussi. On parle souvent de Martin qui est une perte pour Ducati pour l'année prochaine, mais je ne vois pas pourquoi on devrait éliminer Bastianini de l'équation. Pour l'instant, je vous le rappelle, top 4 au championnat du monde, voire il va peut-être bientôt passer devant Marc Marquez. Je ne sais pas s'il est passé finalement, j'ai pas bien vu avec la pénalité, mais bon. Bastianini qui nous fait des masterclass depuis ces 2-3 derniers week-ends. Bon, on enlève Catalunya bien sûr, mais qui nous fait des masterclass. Concernant Marc Marquez, où a-t-il été pénalisé? Eh bien finalement, c'est au moment où il vient se rabattre, je trouve qu'il se rabat sur Bastianini, petit contact, ça écarte Marquez, et à ce moment-là, vous le voyez, Marquez est tout seul, plus personne juste devant lui pour aider son pneu avant à monter en température, à monter en pression, et donc c'est à ce moment-là où le pneu va tomber, malgré le fait que Marquez soit à l'attaque à ce moment-là, le pneu va tomber en pression, et c'est à ce moment-là où il va passer sous la pression minimale du pneu avant à 0,01 bar près, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, les règles sont les règles comme il a dit. Il est pénalisé, 16 secondes de pénalité, ce qui l'envoie au fond des points. Je crois qu'il termine 10e au final.
Donc voilà, une course gâchée pour Marc Marquez finalement avec cette petite erreur, que ce soit sur la pression du pneu ou aussi sur cette bataille avec Enea Bastianini. Mais bon, voilà, Marc Marquez qui va perdre de gros points pour le championnat. Ça arrive, Di Giannantonio qui lui vient terminer en 4e position. Donc très belle opération du pilote italien qui ne méritait peut-être pas un podium parce qu'il y avait un Bastianini super rapide, mais qui continue sa progression et qui continue sa série de régularité juste énormissime en MotoGP cette année. Donc un très très bon Fabio Di Giannantonio. Nous passons avec les 2 masterclass de ce week-end. Un super grand chelem. On ne peut pas appeler ça autrement. Vous l'avez vu sur les réseaux très probablement. Super grand chelem de Francesco Bagnaia. Premier en FP1, premier en practice, premier en FP2, premier en qualif, premier en sprint, premier en course principale, meilleur tour en sprint, meilleur tour en course principale. Je ne peux pas faire plus. Nous ne pouvons pas dire plus. Il a juste pulvérisé la concurrence. Une domination claire, nette, précise. Un Francesco Bagnaia hors norme, hors du temps, juste intouchable, imbattable. Donc franchement, je n'ai pas d'autre adjectif qualificatif pour qualifier justement cette performance monstrueuse de la part du pilote italien. Mais alors là, je ne peux que tirer mon chapeau et dire un grand bravo à Francesco Bagnaia. On savait que c'était une piste qu'il appréciait, où il performait très souvent ces dernières années. C'est une domination de sa part. Donc là, franchement, énorme bravo. 11 sur 10, 12 sur 10, 13 sur 10 pour la notation. Et si il mérite un 13 sur 10, Jorge Martin mérite un 9,5 sur 10 parce que oui, il a été le seul à avoir tenu un minimum. Bagnaia à moins d'une seconde pour une course sprint, à quelques secondes seulement pour la course principale. En qualif, c'est la même chose. Enfin bref, il était juste derrière tout le temps. Quelle performance de Jorge Martin qui sécurise cette 2e place assez facilement et qui n'est pas tombé dans le piège de essayer de rattraper Bagnaia alors que c'est impossible. Et voilà, chez Ducati, pas plus de choses à dire que ça. Des pilotes qui nous ont offert une bataille, 2 pilotes hors du temps avec une course totalement différente, avec un niveau stratosphérique. Donc bon, que dire de plus à part bravo Ducati qui a conçu une moto, que ce soit la GP23 avec quelques améliorations derrière ici à Assen. Ducati a donné des améliorations à la VR46 et à Gresini. Donc Di Giannantonio les a trouvées utiles et ça lui a permis quand même de prendre un top 4. Donc très intéressant. Et en plus, un grand bravo au GP24 avec Bastianini, Martin et Bagnaia qui font un podium. La GP24 est juste exceptionnelle. Ces pilotes sont juste phénoménaux. Nous passons à la Moto 2 et à la Moto 3 et grand bravo à Ducati parce que c'était franchement une masterclass, une démonstration totale. Comment bien recommencer la moto après une longue pause? Eh bien, mettez-vous devant un Grand Prix de Moto 3. Génial, 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 énorme, enfin magique. C'était juste sensationnel. Franchement, du premier tour au dernier tour, c'était complètement fou. Des dépassements, du contact, un pilote à domicile qui est au bord de la victoire, un David Alonso leader du championnat, un peu plus dans la difficulté que d'habitude, José Antonio Rueda, Daniel Logado qui déçoit. Enfin, énormément de choses, il y en a de partout. Allez regarder la course de Moto 3, je ne peux pas vous la décrire, il me faudrait une demi-heure pour en parler. Mais alors là, le dernier virage, la dernière chicane, Ivan Ortola par l'extérieur, sur le pilote à domicile, sur la ligne, à quelques millièmes de seconde, ça se joue. Franchement, regardez juste au moins le dernier tour, les highlights, j'en sais rien. Mais quelle course, un énorme bravo à tous les pilotes de Moto 3 qui nous ont offert un spectacle sensationnel. Franchement, il n'y a pas d'autre mot. On prend énormément de plaisir à regarder ce type de course. Donc voilà, j'ai pas forcément de pilote. Pour une fois, Alonso n'est pas sur le podium. Un pilote à domicile sur le podium, c'est tout ce que je peux vous dire. Allez regarder cette course, c'était juste énorme. Et alors là, franchement, c'est là où on voit que la Moto 3 m'avait manqué. Et franchement, c'est la catégorie qui m'amuse le plus, qui me divertit le plus en ce moment. Et sur ce week-end notamment, en Moto 2, nous avons eu une très belle course aussi. Attention à ne pas négliger la Moto 2 parce que oui, ce fut assez calme, mais il y avait de la stratégie, il y avait du drama, il y avait de belles choses. Sergio Garcia, leader de ce championnat du monde, revient
en force, régulier. Alors oui, fin de la course, il avait un peu de soucis avec son pneu Pirelli à l'avant, donc voilà, beaucoup moins de grip, beaucoup de difficultés, on a vu pas mal d'erreurs, c'est pour ça qu'il va sécuriser un podium tout de même. Joe Roberts s'est fait une fracture, donc il ne sera pas là, ce qui va permettre à Garcia et Ogura de prendre un petit peu d'avance. Et la déception de ce week-end, c'est forcément Fermin Aldeguer, le favori au titre, qui, et voilà, encore une fois, longue la penalty à cause des track limits. Ça commence à faire beaucoup. Il y a un an, c'était la même chose. Il y a un mois, à Catalunya, c'était la même chose. Aujourd'hui, c'est la même chose. Donc voilà, Fermin Aldeguer va falloir commencer à faire quelque chose. Il commence à avoir beaucoup de retard sur ses concurrents, notamment Ai Ogura et Sergio Garcia. Donc voilà, il va falloir peut-être se rattraper. Ai Ogura, on en parle tout de suite, super performance de la part du pilote japonais, de la gestion derrière Sergio Garcia, de la gestion devant Fermin Aldeguer et finalement une régularité parfaite, exemplaire sur toute la durée de la course. Un peu à la Pecco Bagnaia. Bon, Bagnaia, c'est autre chose, ça. C'est un robot qui était calé sur un 1.32.3 sur à peu près 70 tours sur 70. Juste imbattable. Mais bon, indéboulonnable le Francesco Bagnaia. Mais c'est pas le sujet. Donc voilà, bon retour de la part de Tony Arbolino. C'était à souligner. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. On se retrouve très prochainement pour plusieurs vidéos. On a quelques grands prix qui arrivent, notamment le Sachsenring où nous avons Marc Marquez qui est le roi du circuit. Donc hâte de voir ça si Marquez va pouvoir gagner. Mais en tout cas, écrivez-moi votre avis sur ce Grand Prix d'Assen en commentaire. Je les lis tous forcément. Et donc à plus, c'était Théo. Ciao.